Bonsoir à tous, 90 minutes au Bénin, c'est parti. Deux sujets qui seront débattus dans cette première partie consacrée au duel. Et face à face, Alphonse Moïse Soudé. Bonsoir Alphonse. Bonsoir à vous Eman, bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue à Bassagan, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Eman, bonsoir aux amis téléspectateurs. Bienvenue. Mercredi descendre. Oui. Ça vous dit quoi, mercredi descendre rapidement? Mais malheureusement, moi je suis d'obédience protestant méthodiste, donc chez nous c'est pas une réalité, mais je sais que c'est le début du temps de carême. Et quand nous sommes en temps de carême, les comportements ne sont plus les mêmes qu'en temps ordinaire. Il faut être charitable, il faut être doux, il faut être généreux, il faut aimer son prochain comme soi-même. Il faut être doux, il faut être généreux. J'aime bien ces deux expressions. Oui, allez-y. Non, exactement. Je suis presque dans la même logique que Moïse, parce que moi je suis évangélique. Et donc, cette célébration qui annonce le carême, oui. En tout cas, c'est une période où il faut se consacrer à Dieu. Et donc, il faut refaire sa relation avec Dieu et rester toujours en harmonie avec lui. Très bien, mercredi descendre, donc mercredi 17 février 2021. Le développement de l'autorité nationale politique, donc la polémique autour du parrainage, les tirs croisés, opposition et mouvance et la querelle de recours devant la Cour constitutionnelle. Tout se fait en tout cas suivant le calendrier établi par la Commission électorale nationale autonome Sénat. On va s'interroger sur la suite du processus, mais on n'oublie pas le volet sanitaire avec des chiffres qui grimpent aussi par ici et la liste des victimes qui s'allonge. De nouveaux cas confirmés, le nombre de décès qui est désormais porté à 65 cas. L'urgence se fait donc sentir de changer sans doute de fusil d'épaule. Le sujet revient dans ActuWeb qui sera conduit de main de maître par Roméo Acloso, lequel sera avec nous juste après Ernest Tindo, le président national du Rejet Code, qui porte une initiative qui fait du vote un droit, mais surtout un devoir. Que faire pour que ma voix compte le 11 avril prochain? On lui fera la question. 90 minutes au Bénin, nous voici engagés avec comme porte d'entrée la une des journaux. On démarre par le quotidien Maison Fraternité, étude de dossier pour la présidentielle de 2021. Les résultats définitifs de la Sénat se précisent. Le ministre Alain Oron la donne. La version du gouvernement sur la polémique autour du parrainage et puis agression de Galéo Soglo. Le procureur ouvre une enquête judiciaire et puis on finit avec ce troisième titre, obtention des parrainages pour la présidentielle du 11 avril prochain. Et René Agosta livre le secret du duo, restaurer la confiance. Le télégramme présidentiel 2021, visite médicale pour les trois duos ce jeudi et puis conférence de presse du professeur Frédéric Joël Aïvo du FRD. Trois facteurs majeurs ont détérioré, dit-il, la qualité de notre démocratie. Jack Pata, conférence de presse du FRD hier à Porto Novo. Joël Aïvo revendique la participation de l'opposition au présidentiel de 2021, au présidentiel. C'est bien cela. Et puis, autre titre, le CNPA Bénin qui lance les réflexions à travers une table ronde les 19 et 20 février 2021. Parlons des entreprises des médias au Bénin. Matin libre, parrainage et impasse politique. Aïva propose deux mesures urgentes. Et puis, Cotonou à Omekalavi, les pharmacies ouvertes de 7h à 23h. On poursuit avec un autre quotidien tout de suite. Je crois. Oh, attendez, 2 minutes. Oui, Bénin Intelligent. Agression de Galéo Soglo, enquête non concluante. Le procureur déplore la non-collaboration de la victime. Et puis, autre titre, le procureur déplore donc au titre réduction des accidents de circulation. Le CNSR implique les élus locaux et communaux. Et puis, cet entretien avec Père Hubert Kedouidé, le temps de carême permet de lutter contre le mal. On finit avec la presse du jour, enquête sur l'agression de Galéo Soglo. Le 5 février dernier, le procureur de la République de Calavi déplore le manque de collaboration de la victime. Et puis nouvelle mesure contre l'exploitation illégale des carrières minérales au Bénin. Les explications du gouvernement. Première session ordinaire de l'année 2021 à la HAC. Le toilettage de la liste des journaux au menu des échanges. Fin donc de cette une des journaux
C'est parti pour le duel. Retour plateau, je retrouve donc mes deux débatteurs du jour, Alphonse Moïse Soudé et bienvenue à Ouassagan. D'abord, le premier thème, c'est bien le scrutin du 11 avril au Bénin. D'abord, dites-nous, la polémique autour du parrainage des élus, a-t-elle sa raison d'être, Alphonse Moïse Soudé? Non, je crois que cette polémique-là nous permet de comprendre un certain nombre de réalités. C'est vrai que dans un camp comme dans l'autre, on se rejette la responsabilité. On a estimé qu'un camp dit nous sommes allés quérir les parrainages, on appelle les parrainages. Le second camp dit nous avons attendu en vain que le camp d'en face vienne vers nous. Je crois que le débat est en train d'être évolué et ça permet quand même d'apporter des clarifications aux citoyens lambda. Nous avons aussi suivi un peu la décision de la Cour qui demande à Ricky Madougou de donner l'identité de ceux qui lui auraient refusé le parrainage. Donc, je crois que quand on va réunir tous ces éléments, on finira par savoir de quel côté se trouve la vérité. Parce que vous savez que la polémique a enflé avec la réaction de Soui qui a fait des déballages. Donc, je crois qu'avec le temps, d'ici à ce que la Sénat nous donne la liste définitive des duos qui vont participer à la présidentielle, je crois que nous allons comprendre beaucoup de choses. Mais malheureusement, on constate que chacun tire le drap de son côté. Et à force de tirer le drap de son côté, est-ce que le drap ne va pas se déchirer? Bienvenue à Bassa. Non, mais vous savez, c'est la période électorale. Et en cette période-là, chacun veut défendre, je dirais même, son idéologie, son intérêt, ce qu'il a comme conviction. Et donc, ne peut céder à l'autre, même, c'est-à-dire une portion de conciliation ou bien de consensus, c'est-à-dire ne veut être accepté. Ce qui est sûr, il faudrait que le peuple me donne raison. C'est ce que chacun est en train de faire. Mais ce qu'il faudrait comprendre dans cette affaire de parrainage, nous l'avons dit, c'est vrai que le parrainage en lui-même ne pose pas de problème. Il faudrait le préciser. C'est vrai, j'ai toujours dit que lorsque vous prenez des tests législatifs, c'est-à-dire si vous connaissez les avantages que ces tests-là peuvent offrir en théorie, en pratique, vous ne connaissez pas les inconvénients. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de voir. C'est ça qui permet, à un moment donné, de corriger le tir, le problème qu'il y a. Mais si on n'expérimente pas quelque chose, on ne peut jamais arriver à pouvoir corriger le tir. Chacune de ces différentes parties sait que ce travail-là, la situation qu'il y a aujourd'hui, c'est que nous devons nous adapter, seulement que je ne dois pas quitter pour montrer à l'autre que je suis en phase avec lui. Et donc, c'est de bonne guerre parce que c'est le terrain politique qui le dit. Et vous savez, je l'ai dit, je vais toujours répéter ça, tant que j'aurai l'opportunité, tous ceux qui sont en train de se tirailler aujourd'hui, demain, après les élections, ils vont se voir et encore se saluer. Est-ce que c'est demain après les élections ou c'est même juste après les tiraillements, on se passe des coups de fil pour se dire, bah, écoute... Voilà, donc voilà, c'est ce qui se passe. Nous sommes tous des frères en réalité. Donc, en son temps, la fraternité, elle est mise en jeu pour pouvoir donc satisfaire ces différents besoins. Justement, la question, Alphonse Moïse, c'est de savoir ce qui n'a pas marché. Est-ce que ce sont les critères d'octroi de parrainage ou alors c'est l'impréparation? Non, moi j'ai dit le code, que ce soit le code et la constitution, les deux textes ont péché par le manque de détails. Et je vais vous dire pourquoi. Oui, les tests n'ont jamais, moi j'ai lu les tests n'ont jamais indiqué les conditions d'octroi du parrainage. C'est déjà là le problème essentiel. On sait que il faut 16 parrains. Il faut 16 parrains, mais la loi ne nous dit pas. Et j'ai toujours professé que normalement, on devait dire que le candidat à la présidentielle, celui qui va quérir les parrainages, devait plancher devant un collège de députés et de maires, de telle sorte que quand vous avez fini de faire votre exposé explicatif de façon orale, une sorte de grand oral, vous ne devez pas, c'est pas donner votre programme d'action dans les moindres détails, mais les grandes lignes. Tout à fait. Donc, vous voyez, à ce niveau-là, par exemple, on n'a pas donné de détails. Quand vous prenez aussi le poste de vice-président, je n'ai pas lu dans le texte les conditionnalités pour être vice-président. Je n'ai pas lu. Non, il suffit juste de remplir les mêmes critères que le président. C'est ce que les tests disent. Si on devait remplir les mêmes conditions. Puisque les deux présidents, vice-présidents. Ça va, donc je dis, le législateur a compris maintenant. C'est vrai que sur le parrainage, il n'y a pas. Comment employer les parrainages? Le législateur a compris maintenant que ces textes-là
soit toiletté. Parce que ces textes-là ont fait polémique. Donc, ce que moi j'aimerais demander aux législateurs béninois, c'est qu'au lendemain de la présidentielle, il faudrait qu'on tienne compte des différents griefs que les gens ont portés contre ces deux textes-là, les intégrer, peut-être appeler tout le monde autour d'une table. Maintenant, chacun a dit ce qu'il pense de ces tests-là et on fait des propositions concrètes pour nous permettre que en 2023, quand nous allons peut-être pour les législatives, qu'il n'y ait pas le même débat. Mais justement, il y en a qui pensent plutôt qu'il faut faire une révision en profondeur de la Constitution. Parce que le jeune qui, par exemple, a 32 ans, il a 2 femmes, 3 enfants, il estime pouvoir gouverner le pays. Moi, j'ai déjà toujours dit qu'il ne faut pas, sur des années, fétichiser la Constitution. C'est vrai que c'est un fétiche en réalité, mais la règle de droit évolue avec le temps. Et donc, il faut adapter la règle de droit avec le temps. Sinon, les actions vont dépasser la règle de droit. Vous comprenez un peu? Et donc, il aura un déséquilibre. Et donc, pour éviter ce genre de situation, voilà des éléments qu'il faut aujourd'hui insérer ou bien intégrer dans la Constitution béninoise. Et donc, voilà, cette affaire de parrainage, eux aussi, je l'ai dit tout à l'heure, ils sont d'accord. Mais dans l'expérimentation, on voit qu'il y a des choses qu'il faut corriger. Donc, cela oblige à ce que soit on revienne à une révision constitutionnelle ou bien on révise le code électoral. Vous comprenez un peu? Et donc, s'il y a d'autres choses qu'il faut prévoir, c'est-à-dire pour faire de telles révisions, pour que ça dure dans le temps, il faudrait nécessairement, après les élections, que les différentes personnes, telles que Moïse l'a précisé tout à l'heure, qui sont en train de en tout cas, rébeller, permettez-moi de le dire. Il n'y a pas que ces personnes, il faut associer beaucoup d'autres acteurs, les médias. Oui, c'est-à-dire que toutes les personnes qui doivent intervenir en la matière, j'espère que vous me comprenez à ce niveau-là. Et donc, pour qu'on puisse toiletter de fond en comble, vous voyez un peu, c'est-à-dire ce qui gêne aujourd'hui, et beaucoup, on le sait très bien, c'est que c'est le fait que la Constitution a été révisée en procédure d'urgence. Or, même si la Constitution aurait été soumise, du moins, à un référendum, est-ce que le même problème n'allait pas se poser? Donc, aujourd'hui, pour pouvoir donc travailler autour de ces tests-là, j'ai dit que nous, en tout cas, globalement, c'est en Afrique que le problème se pose. Il faut choisir les spécialistes pour travailler les tests. Nos législateurs, je le dis et je le répète toujours, n'ont pas la capacité nécessaire pour structurer les tests parce que c'est le travail des législateurs. C'est de vous éviter la confusion autour des 32 parrainages. Oui, vous voyez un peu, il y a un problème d'interprétation qui se pose. À ce niveau, ce n'est pas la faute de ceux qui ont interprété. C'est la faute du législateur. C'est ce que j'ai dit. Tout le monde a fait le droit. Les législateurs chez nous. Non, les tests demandent à tout député de disposer d'un cabinet. C'est ce que je voulais dire. Mais est-ce que j'ai toujours dit ça? Parce que les députés qui n'ont pas de cabinet, c'est le problème. Et donc, ils doivent avoir le cabinet. Il faudrait qu'on contrôle cela, qu'on mette en place des comités ou bien des structures qui vont contrôler si le député a mis en place le cabinet. Parce que pour eux, quand ils prennent l'argent, après, lorsque vous les questionnez, ils vont dire que ce n'est pas grand chose. Pour prendre un secrétaire, pour avoir un juriste dans le cabinet, pour avoir un légiste aussi dans le cabinet, c'est parce que quelqu'un qui a fait la légistique, ce n'est pas le médecin légiste, quelqu'un qui a fait la légistique. Et donc, tous ces éléments-là doivent se retrouver dans son cabinet pour qu'il puisse travailler. Mais on n'a pas ça. Donc, il faudrait nécessairement... Voilà. En communication. Oui. Non, c'est important. Et donc, pour l'image même de la personne, donc c'est ces choses-là, il faut innover à la matière et traquer même les législateurs dans ce système-là. Oui, donc je dis, ça posait problème. Ça serait malsain que les hommes politiques, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, ne reconnaissent pas que ces tests-là ont posé problème. D'où il faut que les hommes politiques, la société civile, tout le monde s'asseye pour dire désormais, ce n'est pas on va faire une étude à la volée. Normalement, chacun devait avoir étudié profondément les textes, recensé du premier article jusqu'au dernier, là où il y a les difficultés. Donc, au lendemain parce qu'aujourd'hui, c'est plus possible, ça ne peut pas être fait avant le 11 avril, mais au lendemain de la présidentielle, peut-être qu'on va convoquer une table ronde et chacun apporte sa contribution. Là, ce n'est plus parce que, parfois, les hommes politiques, au nom des intérêts politiques, sacrifient le droit. Sacrifient le droit. Donc, les spécialistes, même parfois, se perdent dans le labyrinthe des explications. Il faudrait que la loi soit claire. Vous ne pouvez pas légiférer et demander, par exemple, à une structure externe de vous expliquer la loi que vous avez on l'a vécu avec la Sénat. J'ai une précision à donner. C'est-à-dire que quand je lisais un peu Georges Bureau, j'ai compris réellement qu'il y a une erreur que nous commettons. C'est-à-dire que ce ne sont pas les articles de la Constitution qui font la démocratie. Il y a de l'amalgame à la matière.
les gens pensent que c'est parce que nous avons une constitution solide que nous sommes dans la démocratie. Je le répète aujourd'hui, ce ne sont pas les articles de la constitution qui font la démocratie. Parce qu'après tout, c'est la volonté de ceux qui travaillent autour de cette démocratie-là qui donne la forme à la démocratie. Mais les articles constituent la charpente. Voilà, la charpente, le statut même et tout. Voilà. Mais justement, la question qu'on se fait ici, c'est après quand on a suivi tous ces déballages autour du parrainage, la question c'est de savoir comment les autres tuyaux ont pu obtenir les parrainages. Vous savez, c'est un problème de lobbying. Moi, j'ai fini par comprendre que c'est un problème de lobbying. Le chef de l'État est responsable des deux partis, donc systématiquement, les parrainages, ils doivent les obtenir. Mais les autres, FCBE, ils n'ont que 6 maires. Donc, il faut aller quérir 10 autres parrainages. Donc, il y a eu seulement question de lobbying. Et j'ai toujours dit, dans le camp d'en face, ils ne sont pas ennemis, ils sont copains. Tout à fait. Ils sont copains, ils sont camarades. Donc, étant donné que la loi n'a pas spécifié les conditions dans lesquelles on peut attribuer le parrainage, je peux prendre mon téléphone, appeler mes copains d'en face pour dire, tu me soutiens. Donc, je crois que c'est ce qui a été fait. Parce que les gens, avant d'être adversaires politiques, ils sont des amis. On l'a rappelé en début d'émission. Les gens s'attaquent sur les plateaux, mais à la fin, ils se voient. Donc, il y a eu un problème de lobbying. Et ceux qui, au départ, n'en voulaient pas, au moment où ils se sont décidés à l'avoir, c'était déjà tard. Mais moi, je dis, les élus n'ont pas facilité la tâche. Je veux dire pourquoi. Le ministre porte-parole du gouvernement a été clair hier. Le chef de l'État a obtenu 118. Moi, j'estime que ce nombre est déjà élevé. Quand le chef a déjà 118, il reste 41. On ne peut pas avoir 2, parce que 3, ça fait 48. Ouais. Donc, le problème s'était posé là. Les élus devaient... Est-ce que ce n'est pas aussi lié au fait que les élus ont attendu pendant longtemps? Non, les élus devaient... Parce qu'ils disent que le parrain n'est pas portable, que c'est quérable. Un peu comme le certificat de travail. Quand vous avez pu travailler, vous demandez... C'est vrai que tout à l'heure, quand Moïse faisait comprendre qu'avant de prendre le parrainage, on doit vous poser un certain nombre de questions. Vous voyez, certaines personnes ont estimé qu'on leur a posé des questions qui ne sont pas, en tout cas, qui n'entrent pas en ligne de compte de cette élection-là. Moi, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, seul Dieu est présent, on a dit, avec eux, durant leurs échanges. Mais ce qu'il faudrait dire, c'est aussi le fruit de l'improvisation. Ça, il faudrait... les gens peuvent mettre ça sous la coupole de la stratégie politique. Ils parlent de stratégie politique parce que en raison du fait qu'ils ont fait des choix au dernier moment. Vous voyez, donc ça prouve que les gens ne se sont pas réellement préparés. Si, par endroit, on dit que nous n'irons pas chercher le parrainage et que dans les mêmes groupes, certaines personnes demandent le parrainage, vous voyez un peu, c'est comme si nous sommes en matière de stratégie politique où chacun partage le rôle. Vous comprenez un peu? Toi, tu vas de ce côté, moi, je vais de l'autre. Mais quand nous voyons, il n'y a pas une cohérence certaine en la matière. C'est leur démarche, c'est leur pédagogie. Je ne leur reproche rien. Mais voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Le chef de l'État... Il devait comprendre. Oui. Vous savez, la politique, ce n'est pas pour les enfants de cœur. Je l'ai dit. Ce n'est pas pour les enfants de cœur. Je l'ai dit. Quand vous regardez un peu la critique que l'opposition formule à l'égard du régime en place, c'est le pilier numéro 1 qui parle de la démocratie. Quand vous prenez le PAG, le pilier numéro 1 parle de la démocratie. Et je dis, vous ne pouvez pas passer tout le temps à attaquer un régime sur le pilier numéro 1 et maintenant demander aux porteurs des idéaux de ce régime-là de vous octroyer le parrainage. C'est pourquoi, à un moment donné, j'ai dit, ceux qui ont demandé qu'on saute ce verrou-là, c'est tellement qu'ils ont raison. Parce que tu ne peux pas... vous n'aimez pas la seconde femme de votre père. Oui. Mais votre père vous dit, tous les matins, vous allez chercher votre argent de petit déjeuner. Vous êtes obligé de lui faire allégeance pour prendre votre argent, sinon vous retournez vers votre tante pour qu'elle s'occupe de vous. Donc, c'est le problème. Il va falloir que la loi dise désormais, le parrainage, ce n'est pas du fétichisme. Justement, et ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est les sorties médiatiques sur fond de dénonciation. Oui. Quelle peut être pour vous la finalité de cette dénonciation? Parce que la Cour est en train de statuer et sans doute on attend les décisions de la Cour. Pour ces différentes dénonciations, le verdict, ce sont les juridictions compétentes qui donnent ce verdict-là. Et donc, s'ils saisissent les juridictions compétentes et que les juridictions leur donnent raison, là, on aura donc à revoir les choses. Mais s'ils n'ont pas eu gain de cause, et donc il faut alors attendre après les élections s'il y a des choses à corriger, on l'a déjà dit. Donc, la seule chose, la seule arme, ou bien je dirais, l'ultime arme, ce sont les juridictions compétentes. On n'ira pas chercher encore ailleurs ou bien descendre
dans les rues, je crois avoir demandé à quelqu'un hier, quand je lui disais que les politiciens ne sont jamais martyrs, c'est le peuple qui se trouve martyrisé. Et donc, quel est le baromètre de la sincérité de son action? Et donc, quand on analyse tout ça, il faisait comprendre qu'il a mené une démarche jusque-là, que lui, il a les armes constitutionnelles. C'est un constitutionnaliste qui a les armes constitutionnelles. Et donc, je dis, si vous avez les armes constitutionnelles, là, d'accord, nous sommes toujours sur le terrain du droit. Mais quand vous allez demander aux gens d'aller dans les rues, c'est là où ça serait catastrophique. Parce que je dis toujours, je vais le répéter, parce que lorsque nous allons vandaliser les biens sociaux communautaires, c'est nous-mêmes qui allons payer plus tard. Oui. Et donc, il ne faudrait pas que, à cause de cette situation-là, que nous mettions dans la rue pour dire que nous allons détruire nos infrastructures. Non, il faut nécessairement défendre une idéologie, mais avec une stratégie. Le Béninois, vous savez, le chef de l'État, Patrice Talon, a dit plus jamais ça. Moi, je fais confiance à cette phrase-là. Donc, il faudrait que chacun joue sa partition pour que nous puissions parler de démocratie. Le chef de l'État, l'exécutif va jouer sa partition, la Cour constitutionnelle va jouer sa partition, la Sénat va jouer sa partition, les hommes politiques de tout bord a déjà joué sa partition. Et je dis, ce qu'on demande, la Cour constitutionnelle demande à Rekia de donner l'identité. En politique, c'est dangereux. Ouais, hyper dangereux d'ailleurs. En politique, c'est hyper dangereux. C'est devant une juridiction. Non. La preuve est la rançon du droit. Je ne refuse pas, mais c'est une audience publique. C'est une audience publique. Deuxième chose, l'honorable Oden Aladeti a demandé aussi à Mme Rigdea de publier les captures d'écran. En politique, c'est dangereux. Parce qu'elle disait il y a quelques jours parce que ce qui va se passer, vous allez livrer. Oui. Parce que tout le monde sait aujourd'hui que la majorité des parrains se trouvent dans la mouvance. Quand vous allez donner l'identité de ceux qui vous ont refusé le parrainage, de ceux qui auraient dit qu'on a confisqué le parrainage, vous livrez ceux-là à la vérité parce qu'ils n'auraient pas respecté la discipline de groupe. Tout à fait. Alphonse, oui, on finit sur la question rapidement. Je ne suis pas du même avis que vous. Nous sommes devant les juridictions et on doit travailler pour la manifestation de la vérité. Parce que le problème qui se pose aujourd'hui, quand on annonce devant la presse qu'on a de telles preuves en réalité, or sans cette preuve, la juridiction ne peut en aucun cas statuer. Vous ne pouvez pas me mettre la politique devant pour dire qu'on va échapper à cette obligation juridique. Je dis non, nécessairement il faut fournir. Devant la juridiction, ils savent comment ils vont exploiter cela. Ils ont la théorie pas forcément livrer, ces politiciens Très bien, on vous aura compris. Si vous voulez, on passe au sujet 2. Il nous reste à peine 8 minutes pour parler du sujet 2, la COVID-19. 3 cas de décès en 24 heures au Bénin, 104 nouveaux cas confirmés. Au total, 5143 cas, dont 65 décès, des chiffres qui alarment. Il ne pouvait en être autrement, hein. Moi, je demanderais d'abord aux forces de sécurité et de la défense de faire tout dans les cimetières. J'ai vu des énormités, j'ai vu des horreurs. Ah oui? Le samedi dernier, dans un cimetière. C'est-à-dire, expliquez-nous un peu. Les gens sont entrés dans le cimetière en rang serré, comme dans une boîte de sardines, sans cache-nez. C'est-à-dire, c'est à croire qu'il n'y a plus de coronavirus. Mais Dieu ne nous a pas donné l'intelligence pour être bête. Et j'ai vu les gens se serrer et ils sont entrés dans le cimetière sans respecter les gestes barrières. J'ai dit, il faut que l'État fasse les sensibilisations dans les églises, dans les mosquées, dans les cimetières, dans les lieux de grand rassemblement. Aujourd'hui, on a l'avantage dans les collèges que si à l'entrée du collège, vous n'avez pas votre masque, vous n'y entrez pas. Donc il faut que désormais il y ait la répression. En venant dans ce studio, j'ai vu plein de gens qui étaient sur eux, mais sans cache-nez. Oui. Et pourtant, le ZIM les a remorqués. Et ils ont dépassé des carrefours où se trouvaient des policiers. Donc je crois que ce qui peut nous aider à faire reculer ce mal, il faut la répression. Et ce n'est pas surtout la mesure d'allègement. Oui, aujourd'hui, des mesures. Il faut serrer les mesures. Il faut durcir les mesures. Parce qu'on a dit désormais les écoles peuvent organiser les excursions. Il faut durcir parce que les gens ne respectent pas les gestes barrières. Mais quand vous leur demandez, vous imaginez des intellectuels qui ont peur d'aller faire le test. On dit, il ne faut pas attendre d'être malade. Le test, c'est gratuit. Moi, je l'ai déjà fait 2 ou 3 fois. Mais allez faire votre test. Ça vous coûte quoi? Ça prend 5 minutes.
Mais les gens disent non, moi je suis enfant de Dieu, Dieu va me protéger quand même. Et quand vous dites ça dans un certain milieu, dans le milieu souvent des religieux, les gens pensent que Dieu va protéger. Dieu nous a donné l'intelligence pour que nous puissions l'exploiter. Si nous ne pouvons pas respecter les règles édictées par le gouvernement qui nous dirige, ce n'est pas la peine de sortir. Si tu ne peux pas mettre, parce qu'en te préservant toi-même, tu préserves la santé des autres. Fait, donc je voudrais qu'on dépasse le stade de sensibilisation. Il faut commencer par réprimer. Dès qu'on va commencer par réprimer, vous allez voir, les gens vont se mettre... Est-ce qu'on peut réprimer quand on a soi-même, quand on a demandé d'alléger un peu les mesures, puisqu'il y a eu des décisions à ce sujet? Il y a certains comportements congénitaux. Permettez-moi de le dire. Si dans une république, certains voient le feu tricolore, les feux tricolores, je voudrais dire, et violent les feux tricolores, vous voyez un peu ce que même, c'est-à-dire une autorité a imposé, et vous les appelez à respecter les gestes barrières qui viennent même d'eux-mêmes, qui doivent manifester d'eux-mêmes en réalité. Vous voyez un peu, c'est-à-dire il y a un problème qui se pose, un problème d'éducation en la matière qui se pose. On ne sait pas que en ne respectant pas les gestes barrières, on met en mal la vie des autres en réalité. C'est-à-dire on fait des choses à la je m'en fous. C'est-à-dire que ça viendra, ça me tuera. C'est-à-dire ça ne vient pas, vous voyez un peu. Et donc voilà autant de problèmes. Donc il faut accélérer la répression. Il faut le dire. Parce qu'au début, nous avons vu comment les forces de l'ordre ont pu donc travailler en la matière et qui ont pris des gens et nous savons comment les gens ont réagi aussitôt. Si on revient à cette situation-là, on peut finir avec, vous avez donné l'exemple des cimetières tout à l'heure. Vous avez vu des gens qui sont entrés. Même il y a certains lieux de culte, permettez-moi de le dire de cette façon-là. Quand vous allez, personne ne met le masque. Et je me demande parfois, mais qu'est-ce qui se passe réellement? C'est vrai. Dieu est là. Non, Dieu est là. De l'intelligence. C'est pas que c'est extrémiste. Dieu est là. Si dimanche prochain, si on fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 églises pour non-respect des gestes barrières, vous allez voir comment ils vont se mettre au rang. Il faut fermer les églises qui ne respectent pas. Parce que, quand même, Dieu nous a donné une intelligence. Donc je voudrais que les forces de l'ordre, c'est même pas d'être en tenue. Parce que s'ils sont en tenue, les policiers, on s'associe quand on va le policier. Qu'on rentre dans les églises, quand on va dire, un lundi matin, un communiqué du gouvernement dit, après contrôle, dans les églises, on a remarqué que des églises n'ont pas respecté les gestes barrières. Donc on les cite. On cite énormément ces églises-là. Je crois que les gens vont comprendre que, attention, c'est sérieux. Vous rentrez aujourd'hui dans les pharmacies, avant, on vous obligeait à laver les mains. Aujourd'hui, bon, il suffit de... Personne ne vous oblige à rien. À rien, c'est ça. Et comme les gens n'ont pas la volonté de respecter les gestes barrières. Est-ce que vous voulez dire qu'on a mal fait d'alléger les mesures, puisqu'on a pris, il y a eu le cordon sanitaire. On a allégé les mesures, mais le taux de décès a grimpé. Et donc, que faut-il faire maintenant? Donc, il faut verrouiller. Moi, je dis, il faut verrouiller. Et il ne faut plus... On a suffisamment sensibilisé. Il faut désormais passer à la passe réflexive. Vous allez dans les buvettes, vous voyez comment les gens sont assis? Non, c'est deux. Surtout dans les buvettes, oui. Les gens s'agglutinent. Et puis tout le temps là... Et ça danse quoi? Ça danse, ça jazz, ça... Ça boit, ça... Les réceptions, si on n'arrive pas à réprimer, quand on va commencer par réprimer, le Béninois n'aime pas trop la répression. Quand on commence par réprimer, vous allez voir dans les buvettes, comment les gens seront droits. Oui, non, c'est ça. Il faudrait qu'aujourd'hui, les choses soient réorganisées et consolidées. Moi, c'est ma position sur la question. Et c'est à tous les endroits, tous les lieux de culte, sans exception. Quand vous prenez les bars, les bistrots, les boîtes de nuit, le même problème se pose. C'est-à-dire pour les réceptions, vous allez... N'oubliez pas non plus les rencontres familiales où on s'agglutine dans les maisons. Oui, il n'y a pas d'exception. Je vous dis, nulle part, il n'y a d'exception. Quand on va oui, c'est ça. En fait, c'est ça qui permet... C'est la fête à Gola et la police vient et arrête tout. Il ramasse les objets du Agor et puis c'est... On dit, pour le respect des gestes barrières, la fête prend fin. En tout cas, on a vu à Ouida, il y a quelques mois, la police est venue ramasser tout ce qu'il y a glaciaire et tout, et puis voilà, la fête... C'est arrêté. Il faut aller à l'extrémité, parce que si on ne fait pas ça... Parce que la recrudescence là, la résilience là, c'est accéléré, c'est déjà accéléré, donc il faut mettre fin à ça. Il faut sensibiliser les Béninois à aller faire le test. Ça ne coûte rien. Effectivement. Ça vous prend à peine 5 à 10 minutes. Mais ne pas vouloir faire. Parce que il y a certains dans les villages, quand le frère qui vient de Cotonou, intellectuel, et il y a Zoé, il est allé à l'école, il vient vous dire, du test, c'est pas grave. L'analphabète qui ne sait pas lire ni écrire,
va faire foi. En fait, les gens sont en train d'être asymptomatiques. Vous comprenez un peu? Il y a des gens qui peuvent se retrouver dans ce cas-là. Or, quand vous entendez que l'autre, il a souffert de cette maladie-là, vous avez une peur de vous rappeler parce qu'on dit que c'est un virus, ça peut revenir à n'importe quel moment. Surtout avec les variants qui font surface actuellement. Merci beaucoup à vous, Alphonse Boïsoudé. Je vous en prie. AMS. Merci également à vous. Bienvenue à Bassagan. Bia. C'est bien ça. ABM. ABM. Il y a Maokro qui s'y ajoute. Maokro, ouais. Voilà. Alors, merci beaucoup. Maokro, bienvenue à Bassagan. Voilà. MBA. Alphonse Moïsoudi. AMS. AMS. Merci d'être passé. On va tout de suite installer la rédaction pour le journal télévisé.